Histoire 1. J'ai travaillé comme agent de sécurité dans un centre commercial pendant suffisamment longtemps pour penser connaître tous les types de personnes. Il y a toujours quelqu'un qui dépasse toute notion de normalité. Et à cette période de ma vie, cette personne avait un nom, Craig. Quand il est arrivé, personne n'y a prêté attention. C'était un homme petit, timide, au crâne rasé, portant des lunettes rondes. Il semblait aussi inoffensif qu'une cuillère. Mais il n'a fallu que quelques semaines pour que ce sentiment désagréable s'installe. Quelque chose chez Craig ne collait pas. Il n'était pas dangereux. Il était étrange. Trop étrange. Il travaillait comme agent de sécurité depuis l'âge de 16 ans. Il avait presque 40 ans. Il n'était jamais absent. Il ne posait jamais de questions. Il ne se mêlait jamais des affaires des autres. Mais il ne se liait jamais avec personne non plus. C'était comme s'il cachait toujours une partie importante de lui-même. Notre service se déroulait généralement dans la salle des caméras. 20 écrans montraient chaque recoin du centre commercial. La routine était simple. Observer, identifier, réagir. Mais Craig faisait quelque chose de différent. Il fixait son regard sur un magasin en particulier, toujours le même, le magasin de vêtements pour bébés. Au début, j'ai pensé qu'il avait vu un vol. Puis, j'ai pensé qu'il se méfiait d'un employé. Mais quand j'ai plaisanté en disant qu'il avait peut-être le béguin pour la vendeuse, il est devenu rouge comme un feu de signalisation. Il a évité le sujet. Il a changé de caméra. Il a agi comme quelqu'un qui s'était fait prendre en train de faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. J'ai ri, j'ai plaisanté, mais une partie de moi a gardé cette réaction en mémoire. Le temps a passé et nous nous sommes retrouvés ensemble pour une série de quarts de nuit. La nuit, le centre commercial est différent. Les couloirs sont vides. La lumière est froide, les échos sont lointains. Le silence est si profond que le moindre bruit devient une menace. C'était le genre d'environnement qui révélait qui vous étiez vraiment. Au cours d'un de ces quarts, j'ai remarqué que la porte métallique du magasin pour bébés était entrouverte, de 30 ou 40 cm, assez pour que quelqu'un puisse entrer. J'ai appelé Craig par radio. Rien. J'ai appelé à nouveau. Silence. Et à ce moment-là, tout s'est mis en place dans ma tête, comme un domino sur le point de tomber. La porte levée, son absence, son habitude de fixer son regard là-bas. Cette réaction étrange quelques semaines auparavant. J'ai pris mes clés, je suis descendue et je suis entrée par le dessous de la porte. Je l'ai appelé. Il est apparu de nulle part. Il a sauté de derrière une étagère. Effrayé, en sueur, tremblant. Et quand je lui ai demandé ce qu'il faisait là, il m'a répondu qu'il avait entendu un bruit. Une excuse si fragile qu'elle semblait faite de papier mouillé. Je l'ai confronté. Je lui ai parlé du risque. Je lui ai parlé des règles. Il a simplement baissé la tête et s'est excusé. Le lendemain, il m'a remercié de l'avoir sorti de là. Il m'a remercié comme un toxicomane remercie l'ami qui lui retire la bouteille des mains. Il se passait quelque chose que je ne comprenais pas. Quelque chose que je ne voulais peut-être même pas comprendre. Ce n'est que quelques semaines plus tard que tout a explosé. Un de mes amis m'a envoyé une vidéo. Je l'ai ouverte sans réfléchir. Et le monde autour de moi a semblé fondre. C'était Craig, mais pas le Craig de la salle de sécurité. C'était un Craig habillé en bébé. Couche, maquillage, tétine, bégayant des mots incohérents. Des images trop perturbantes pour être décrites sans avoir la nausée. Pendant quelques secondes, je suis restée figée. Puis, une avalanche de pensées m'a submergée. C'était pour ça qu'il observait le magasin. C'était pour ça qu'il entrait dans la cachette. C'était pour ça qu'il mentait, transpirait, tremblait. Et surtout, il avait peur de lui-même. La vidéo était en train de devenir virale. Beaucoup de gens la partageaient, beaucoup de gens en riaient. Mais beaucoup de gens disaient aussi des choses dangereuses. Des choses qui mettraient sa vie en danger. Internet crée des monstres en quelques heures. Je suis allée travailler ce soir-là en sachant que je devais lui parler. Quand j'ai abordé le sujet, Craig s'est effondré. Sueur, tremblement, panique. Il a tout confirmé sans rien dire. Et quand je lui ai demandé s'il représentait un danger pour les enfants, il a explosé. Il a crié. Il a juré sur sa vie que non. Et pour la première fois, je l'ai cru. Mais croire ne signifie pas faire confiance. Je lui ai dit qu'il devait partir. Loin, très loin. Avant que quelqu'un ne le reconnaisse dans la vidéo. Avant que quelqu'un ne décide de
régler le problème de ses propres mains. Cette nuit-là, il a pleuré comme un enfant. Ironiquement, pour la dernière fois devant moi. Quand nous avons quitté notre poste, il m'a remercié. Il m'a dit que nous ne nous reverrions probablement plus. Et nous ne nous sommes plus revus. Craig a disparu de la ville. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, j'espère ne plus jamais entendre parler de lui. Parce que l'alternative serait d'apprendre qu'il est revenu pire qu'avant. Et cette idée, rien que le fait qu'elle existe, est déjà suffisamment terrifiante. Histoire 2. J'ai toujours imaginé que la folie était quelque chose qui donnait des signes. Un regard perdu, un rire inopportun, un changement de comportement lent, progressif, presque prévisible. Mais Paul m'a appris que tous les abîmes ne donnent pas d'avertissement avant d'engloutir quelqu'un. Parfois, ils s'ouvrent simplement sous vos pieds. Nous travaillions ensemble dans une petite société de production spécialisée dans les courtes vidéos pour Internet. Ce n'était pas glamour, ce n'était pas lucratif. C'était juste du travail. Un de ces emplois temporaires qui durent trop longtemps. Mais Paul était le genre de type qui transformait n'importe quel environnement. Non pas parce qu'il était charismatique, au contraire. Il était discret, réservé, intelligent d'une manière presque silencieuse. Il avait un humour pince sans rire, acéré, capable de faire rire quand personne ne s'y attendait. Mais à part ça, il était impossible de savoir qui il était. Il ne parlait jamais de sa famille. Il ne parlait jamais de ses relations. Il ne venait jamais avec des amis. Il ne laissait personne aller au-delà des apparences. La première chose étrange s'est produite de manière si subtile que, pendant quelques secondes, j'ai cru que j'imaginais des choses. J'étais dans mon bureau quand j'ai entendu une voix féminine provenant de son bureau. Ce n'était pas une conversation ordinaire. La voix semblait calme, presque maternelle. Une femme plus âgée, peut-être. J'ai pensé que c'était quelqu'un de sa famille, sa mère, sa tante, quelque chose comme ça. J'ai souri tout seul, trouvant même agréable qu'il ait enfin de la visite. Mais quand je lui en ai fait part, il a nié. Il a nié avec tant de conviction, avec tant de froideur, que je me suis senti idiot d'avoir posé la question. J'ai laissé tomber. Quelques jours plus tard, j'ai entendu à nouveau, cette fois-ci plus clairement, une dispute. La voix de la femme qui le réprimandait, lui qui se défendait par des phrases courtes et étouffées. La tension traversait le mur comme si cela se passait dans mon salon. J'ai reconnu le timbre de la voix. C'était la même femme. Impossible de se tromper. Je suis restée immobile pendant de longues secondes, essayant de décider si je devais frapper à la porte ou non. Une partie de moi voulait respecter son espace. Une autre partie était dévorée par la curiosité. Et quand la curiosité l'emporte sur le bon sens, cela n'apporte que rarement de bonnes nouvelles. J'ai frappé. Il m'a fait entrer. J'ai ouvert la porte avec précaution, presque en m'excusant d'avance. Et la pièce était vide. Paul était assis, regardant l'écran, comme si de rien n'était. Aucun signe de la femme, aucune voix, aucun mouvement. Et le silence m'a frappé comme une gifle. Je lui ai demandé où elle était. Il a répondu « Qui ?» Sa réponse m'a donné un frisson. Pas de peur, de certitude. La certitude que quelque chose n'allait pas, que j'avais vu ou entendu quelque chose que je n'aurais pas dû. À partir de ce jour, j'ai commencé à observer Paul de loin. Non par méfiance, mais par inquiétude. Il semblait fatigué, irrité. Un homme sur le point de s'effondrer, tenant le monde entre ses mains sans demander d'aide. J'avais l'impression qu'il dormait peu, qu'il mangeait peu. Sa tête n'était pas là. Et la voix que j'avais entendue 2 fois n'avait pas disparu. C'était moi qui ne l'entendais plus. Tout a culminé un matin ordinaire, qui avait commencé comme tous les autres, jusqu'au moment où mon patron est entré dans mon bureau, le visage pâle. Le pont principal de la ville avait été fermé. Un conducteur avait arrêté sa voiture au milieu de la circulation, était descendu et avait commencé à crier, suppliant qu'on appelle la police. Et quand il a décrit le conducteur, j'ai compris. Paul. Mon cœur s'est serré. Mon patron a essayé de rester calme, mais sa voix tremblante l'a trahi. Paul était complètement hors de lui. La circulation était bloquée. La police l'a arrêté. Et avant d'être emmené, il répétait la même phrase. « J'ai tué ma mère. J'ai fait cuire sa tête. Arrêtez-moi avant que je recommence. » Ces mots m'ont fait mal comme si j'avais reçu un coup de poing. Mon esprit refusait d'y croire. Paul, ce même Paul, l'homme poli, calme, qui écrivait des dialogues drôles comme on respire, comment était-ce possible ? La réponse est arrivée quelques jours plus tard. Il n'y avait pas de mère, il n'y avait pas de corps, il n'y avait pas de crime. La police n'a trouvé qu'une tête de cochon rôtie dans le four de Paul.
Il hallucinait. Il mélangeait souvenirs, délire, peur, voix. Et tout a pris sens. La voix de la femme. Les conversations qui n'existaient pas. L'isolement. La détérioration lente et invisible. Paul était malade. Malade d'une manière que personne ne remarque avant qu'il ne soit trop tard. Selon les médecins, il souffrait d'un grave effondrement psychotique, une rupture totale avec la réalité, quelque chose qui grandissait en silence, quelque chose qui était peut-être présent dans les moments où je l'entendais parler à personne. La femme que j'ai entendue n'a jamais existé. Ou pire, elle n'existait que dans sa tête. La dernière information que j'ai reçue était que Paul avait été hospitalisé contre son gré, sans date de sortie prévue, sans perspective de redevenir celui qu'il était. Et c'est peut-être la partie la plus triste. Parce que quand quelqu'un disparaît dans son propre abîme, il ne reste rien à sauver. Parfois, je me surprends à penser que tout aurait pu être différent si j'avais insisté, posé des questions, aidé. Mais peut-être que rien n'aurait pu l'empêcher. Peut-être que la chute était déjà en cours avant même que j'entende cette première voix traverser le mur. Et chaque fois que je m'en souviens, une partie de moi souhaite que cette voix n'ait jamais existé, même si elle n'existait que dans l'esprit de Paul. Histoire 3. J'ai toujours pensé que travailler dans un hôtel, c'était comme observer des vies parallèles défiler devant soi. Certaines histoires durent une nuit, d'autres quelques jours. Mais parfois, une histoire naît là où elle ne devrait jamais naître, dans l'ombre, dans les couloirs silencieux, dans les chambres où la confiance devrait être inviolable. Et c'est exactement ce qui s'est passé l'année où Brian est arrivé. Il avait été embauché à la hâte. L'équipe était en sous-effectif. Il manquait des employés expérimentés et la direction avait décidé de miser sur le premier candidat qui semblait convenir. Sur le papier, il était parfait. Jeune, poli, sans antécédents, impatient de travailler. Mais dès que je l'ai rencontré, quelque chose dans son regard m'a mis en alerte. Ce n'était pas de la timidité, ce n'était pas de l'insécurité, c'était de l'absence. Une froideur discrète, presque imperceptible, mais suffisamment présente pour provoquer un malaise instinctif, du genre que le corps perçoit avant l'esprit. Au cours du premier mois, j'ai essayé de l'ignorer. J'ai formé le garçon. Je lui ai montré les protocoles. Je lui ai présenté les espaces communs. Je lui ai expliqué comment gérer les clients difficiles. Et j'ai souri de manière professionnelle chaque fois que c'était nécessaire. Il répondait peu, observait beaucoup et montrait rarement des émotions. Il était efficace, mais étrange. Et cette combinaison m'a toujours mise dans un état de vigilance silencieuse. Les choses ont empiré lorsque j'ai remarqué comment il regardait certaines clientes. Ce n'étaient pas des femmes jeunes, ce n'étaient pas des touristes bronzés, c'étaient des filles, des enfants. Et ce sentiment d'alerte qui était auparavant faible s'est transformé en une sirène qui retentissait dans ma poitrine. J'ai porté l'affaire devant la direction. Ils m'ont écouté, mais ils ne pouvaient pas simplement licencier quelqu'un sans motif concret. Ils avaient besoin de preuves. Une erreur formelle pouvait donner lieu à des poursuites judiciaires. Ils m'ont dit de rester vigilant et de signaler tout incident. Je suis resté vigilant. À chaque service, à chacun de ses pas dans les couloirs, à chaque regard que j'essayais d'anticiper. Je n'aurais jamais imaginé que l'incident se produirait si vite. C'était une froide nuit d'automne, presque à la fin de la journée de travail. La plupart des clients s'étaient déjà retirés. L'hôtel était silencieux, avec ce genre de tranquillité qui n'existe que lorsque tout le monde dort. Brian est sorti du salon, disant qu'il allait changer de chaussures dans le vestiaire du personnel avant de partir. C'était une routine. Il échangeait toujours ses chaussures de ville contre des baskets. 5 minutes passèrent, puis 10, puis 15. C'était trop long. Et un mauvais pressentiment me rongeait de l'intérieur. Je l'ai appelé dans le couloir. Rien. Je me suis préparée à aller le chercher quand j'ai entendu des pas précipités descendre l'escalier. Brian est apparu dans le hall en titubant, comme s'il venait de survivre à un tremblement de terre. Il était couvert de sang, le nez écrasé. Il respirait difficilement. Ses mains tremblaient tellement qu'on aurait dit qu'elles allaient tomber. Il répétait désespérément « Il va me tuer, il va me tuer ». Avant que je puisse lui demander ce qui s'était passé, un homme gigantesque, pieds nus, vêtu uniquement d'un t-shirt et d'un short, est entré par la porte principale en criant « Où est-il » Au premier abord,
J'ai pensé qu'il s'agissait d'un fou qui s'était introduit dans l'hôtel. Mais son désespoir n'était pas aléatoire. Il était personnel. Il était profond. C'était celui d'un père. Alors que j'essayais de le retenir, il criait, crachant à la fois de la rage et de la terreur. Il était dans la chambre de mes filles. Il était dans la chambre de mes filles. Le monde semblait s'être figé. J'avais même du mal à respirer. Ces mots résonnaient dans ma tête comme des coups de marteau. Brian, dans la chambre des enfants, en silence, dans le noir, à les regarder. L'homme expliquait entre deux cris entrecoupés de rage. Il séjournait avec sa femme et ses 2 filles, qui dormaient dans la chambre à côté de la chambre principale, comme c'est souvent le cas dans les suites familiales. Avant de se coucher, il a décidé de jeter un dernier coup d'œil aux filles, un geste que tous les pères comprennent. Et en ouvrant la porte, il a vu Brian debout devant les lits, observant les enfants dormir, sans s'excuser, sans s'expliquer, sans bouger. Il se contentait de les regarder. L'homme a fait ce que n'importe quel père aurait fait, ou peut-être ce que tous les pères auraient voulu faire, mais que peu auraient eu le courage de faire. Il s'est précipité avec une telle violence que Brian n'a même pas eu le temps de réagir. La police est arrivée quelques minutes plus tard, car je l'avais appelé quelques minutes auparavant, lorsque j'avais vu Brian saigner. Mais ce qui s'est passé ensuite a été l'une des choses les plus absurdes que j'ai jamais vues dans mon travail. Même avec toutes les preuves morales, émotionnelles et humaines désignant Brian comme la menace, la police ne pouvait pas arrêter quelqu'un pour être dans une chambre. Il n'y avait pas d'agression. Il n'y avait pas de témoins à part les parents. Il n'y avait pas d'acte consommé. Mais il y avait un nez complètement détruit, un employé blessé, et des caméras qui montrèrent le père en train d'attaquer. Brian est sorti protégé par la loi. Le père est sorti menotté. Et moi, debout au milieu du hall, j'ai ressenti un mélange corrosif d'injustice et d'impuissance comme jamais auparavant. Dès que Brian a reçu des soins médicaux, la direction a fait le minimum qu'elle pouvait faire. Elle l'a licencié immédiatement, sans excuse, sans possibilité de défense, sans retour. Il a quitté l'hôtel sans se retourner, et je jure que je lui en suis encore reconnaissant aujourd'hui. Car je n'ai aucun doute, non par instinct, mais par expérience, que s'il avait passé plus de temps dans cet hôtel, cette nuit-là, dans cette chambre, quelque chose de pire se serait produit, et ce n'aurait pas été seulement un nez cassé en échange. J'ai calmé ma respiration lorsque j'ai fini de penser à cette histoire. Et j'ai réalisé qu'avec toutes les autres que j'ai vécues dans ma vie, j'ai commencé à regarder les gens différemment. On ne peut jamais savoir ce que quelqu'un cache derrière son regard, derrière son apparence ordinaire, derrière ses attitudes silencieuses. Craig s'est enfui de lui-même. Paul s'est enfui de son propre esprit. Brian a échappé de peu à quelque chose de plus grave qu'un licenciement. Et je suis toujours là, à raconter ces histoires comme une forme de thérapie, ou d'avertissement, ou peut-être juste pour rappeler que les monstres ressemblent rarement à des monstres. La plupart du temps, ils portent un badge, un uniforme ou un sourire, et ils passent à côté de nous comme s'ils étaient invisibles.